Je m'appelle Yvan Caballero, je suis hydrogéologue, je travaille au BRGM à Montpellier et donc je vous remercie de m'avoir invité à cette journée très intéressante. Donc je vais essayer effectivement d'évoquer un petit peu la question des eaux souterraines dans l'ensemble des ressources en eau qui sont considérées aujourd'hui. Reprendre un petit peu évidemment quelques éléments enfin je vais pas reprendre, mais on se base sur le même type d'approche que ce qu'on a vu jusqu'ici, mais la question en fait c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on est capable de donner des perspectives en termes d'évolution de la recharge de la ressource en eau souterraine. Comment est-ce qu'on peut faire ça dès aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de caractériser la ressource en eau souterraine sur un territoire d'une manière homogène et est-ce qu'on est capable de se projeter? Donc, un petit point de contexte, en fait, la ressource en eau souterraine, vous le savez, c'est une ressource importante, hein, surtout sur le bassin Rhône-Méditerranée. Ça représente une ressource essentielle, notamment pour l'alimentation en eau potable des populations. Euh, la question, c'est qu'en fait, on a toujours du mal à la caractériser, à la quantifier, puisque par définition, elle est souterraine, on ne la voit pas, elle s'écoule dans les roches, elle se stocke ou pas en fonction des caractéristiques des roches. Et donc, la question de la quantité d'eau souterraine qui est disponible sur un territoire est toujours difficile à caractériser, à répondre. Donc en fait, une façon de traiter cette question-là, c'est de travailler sur la part que l'on peut considérer comme étant renouvelée chaque année, la part qui réalimente les réservoirs souterrains chaque année, que l'on désigne sous le terme de recharge, puisque celle-ci, on sait que on va éventuellement pouvoir la quantifier d'une manière plus ou moins précise, qu'elle va se renouveler chaque année et que le climat va l'impacter évidemment et qu'on pourra éventuellement essayer de voir dans quelle mesure elle pourrait contribuer au soutien des tillages des cours. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on va positionner ce travail, donc d'essayer de caractériser la recharge, évidemment, et donc bien sûr essayer de caractériser la recharge à l'époque au présent, et puis comme tous les collègues qui ont présenté précédemment, essayer de se projeter pour voir quelle sera la situation dans le futur. Donc la caractéristique de l'approche que l'on a choisie, nous, c'est de travailler en fait sur la part de la recharge qui s'infiltre donc depuis la surface, puisqu'il peut y avoir différents processus qui contribuent à la recharge. Il est difficile de tous les décrire précisément, mais l'intérêt de travailler sur celui de l'infiltration de l'eau, la précipitation qui s'écoule donc sur les bassins versants, c'est qu'on peut on peut relier ce processus-là au climat relativement facilement, et donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler sur cette question. Alors, rapidement, une présentation un peu synthétique de la démarche que l'on a adoptée ici avec différents petits graphiques. Donc, on a commencé en fait par, donc on travaille à l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, donc parce que c'est un travail qui a été réalisé pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, et Laurent Cadillac, qui est l'hydrogéologue de l'agence, devait participer à cette présentation, mais il n'a finalement pas pu. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'abord de caractériser justement la part des précipitations qui est susceptible de s'infiltrer et donc de constituer cette recharge que l'on va appeler recharge potentielle du coup. J'expliquerai juste après pourquoi. Et donc la part des précipitations susceptibles de s'infiltrer, en fait, c'est ce qu'on appelle la pluie efficace dans le monde de l'hydrologie, c'est-à-dire c'est la part des précipitations qui n'est pas ni stockée dans le sol ni utilisée par la végétation dans le sol pour les besoins de la végétation, et qui donc est disponible, disons, pour l'écoulement ou l'infiltration. Donc, c'est un peu l'objet de la partie gauche de ce graphique-là, avec une approche de bilan conceptuel, du bilan hydrique assez conceptuel. On va caractériser la pluie efficace sur l'ensemble du territoire. Et une fois qu'on a cette pluie efficace calculée pour tout le territoire sur la période présente, par exemple, eh bien, tout l'enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme coefficient d'infiltration pour prendre une part de cette pluie efficace et la transformer en recharge potentielle. Donc, j'y recharge potentielle parce que malheureusement, on n'a pas l'assurance que le flux de pluie efficace que l'on va infiltrer conceptuellement dans notre approche va véritablement se stocker dans l'aquifère. Il est très possible qu'une partie, suivant le type de formation géologique, une partie de cette ressource infiltrée revienne dans le cours d'eau plus loin, ou bien ne soit pas stockée parce que les caractéristiques de la roche ne le permettent pas. N'ayant pas la possibilité à ce stade de définir ces questions-là, c'est bien sûr quelque chose qu'on voudrait creuser dans le futur, on reste au stade de la recharge potentielle. C'est quelque chose qui vient potentiellement recharger les aquifères.
Alors, donc pardon, une fois qu'on a fait ce travail-là, donc pour la période présente, on a donc la possibilité de définir une recherche pour la période présente. Et bien sûr, dans la mesure où la pluie efficace est estimée à partir des caractéristiques du climat du territoire, si on utilise des scénarios de changement climatique comme vous l'avez déjà vu sur les présentations précédentes, eh bien on est en mesure de regarder ce qui va se passer dans le futur. Donc en gros, c'est l'ensemble de cette démarche-là dont je vais vous présenter les résultats dans ce qui suit. Alors, on va commencer contre-intuitivement, non pas par la partie, non pas par la partie, disons, de gauche du graphique précédent, mais plutôt par cette partie-là, euh, parce que c'est la partie finalement qui est la plus en lien avec les questions d'eau souterraine, et ensuite je vous montrerai les résultats de l'ensemble de la chaîne de calcul. Mais la question importante pour nous, c'était comment est-ce qu'on caractérisait ce fameux coefficient d'infiltration. Il y a plusieurs approches qu'on peut utiliser, hein, des approches empiriques, on peut faire des estimations par analyse multicritère, etc. Et nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est dans quelle mesure on pourrait tirer de l'information en fait de ce qui se passe dans les cours d'eau, puisqu'on sait bien que une partie du débit dans un cours d'eau est apportée en fait par des aquifères qui sont drainés et qui alimentent le cours d'eau pendant l'année. Et cette alimentation se voit essentiellement dans les périodes d'étiage prolongées, lorsqu'il n'y a pas de précipitation et qu'on observe tout de même un écoulement dans un cours d'eau. Donc en fait, il y a une notion qu'on appelle le débit de base, qui est donc la part du débit d'un cours d'eau qui vient des aquifères, et que l'on peut schématiser ici sur un graphique, sur un hydrogramme. Vous avez ici un hydrogramme de rivière, un exemple, et puis en vert, on pourrait estimer que voilà la part du débit du cours d'eau qui est apportée finalement par les aquifères. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on estime évidemment ce flux. Alors, il y a différentes façons de le faire, ou différents auteurs ont proposé différentes méthodes. Il n'y a pas de méthode indiscutable, hein. Toutes les méthodes peuvent donner des résultats intéressants. Malgré tout, nous, on a utilisé des méthodes de filtres mathématiques qui analysent finalement la dynamique d'un hydrogramme et qui assimilent toute la partie qu'on appelle basse fréquence, c'est-à-dire avec une variabilité relativement lente, ou une dynamique relativement lente, à cet apport des aquifères au cours d'eau. Et donc, si on a la capacité de calculer ce débit de base, en fait, et si on se place dans un contexte particulier, c'est-à-dire un bassin versant qui n'est pas influencé par des prélèvements, dans lequel il n'y a pas d'échange de flux latéralement, où il n'y a pas de canaux qui arrivent ou qui en partent, et il n'y a pas de variation de stock négligeable, alors on peut considérer qu'à l'échelle annuelle, si on fait le rapport de la recharge drainée, c'est-à-dire finalement la part de la recharge qui va venir alimenter les cours d'eau à la pluie efficace, en fait, on s'aperçoit qu'il est égal, ce rapport-là est égal au rapport du débit de base, donc du débit qui est estimé ici, par rapport au module du débit à l'échelle annuelle, ce qu'on appelle le base flow index, en termes anglais, hein, débit de base, indice de débit de base. Et donc, nous, en fait, on se sert de cet indice de débit de base pour caractériser ce qui serait notre coefficient d'infiltration, ratio d'infiltration de pluie efficace, pour l'acronyme RIP, et qui donc est finalement le rapport de justement la recharge potentielle qui s'infiltre par rapport à la pluie efficace. Et donc, en utilisant cette notion-là, on a la possibilité d'estimer donc notre ratio de pluie efficace. Alors, la difficulté que l'on a, c'est que ce type d'estimation, je reviens ici, c'est sur un hydrogramme de cours d'eau, ce qui veut dire qu'on travaille sur un bassin versant. Et donc, ça veut dire que ce type de calcul ou d'hypothèse peut se faire à l'échelle d'un bassin, non pas à l'échelle d'un territoire qui contiendrait plusieurs bassins ou des moitiés de bassins, etc. Bon, donc, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde à l'échelle de tous les bassins versants sur lesquels les hypothèses dont j'ai parlé tout à l'heure sont respectées. Donc là, on en trouve un certain nombre à l'échelle du territoire français, notamment grâce aux travaux d'INRAE qui a déterminé des bassins peu influencés. Et sur ces bassins, on estime le fameux rapport du débit de base au débit d'écoulement annuel, donc le base flow index. Et vous voyez ici les résultats hein, qui se l'échelonnent entre en gros 30 et 80%, 85%, suivant les bassins et suivant les situations. Et donc, ce qu'on fait, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est avoir une information sur l'ensemble de notre territoire. Là, vous voyez qu'on a des informations, mais que sur certains bassins. Donc, pour passer de cette information de l'échelle du bassin à une information à l'échelle du territoire, on passe par une cartographie qui est produite par le BRGM, par Vincent Mardel et ses collègues, qui s'appelle la carte de l'indice de persistance des réseaux, que vous voyez illustré ici, et qui en gros permet de mettre en évidence le fait que parfois, dans un réseau topographique donné, vous pouvez avoir un talweg dans lequel vous allez trouver un écoulement
et un Talvec dans lequel vous ne trouverez pas d'écoulement. Donc ça fait référence à la notion d'ASSEC, mais là on parle de quelque chose de pérenne, c'est-à-dire il y a des situations où on devrait théoriquement avoir un écoulement, enfin on a un Talvec où il devrait y avoir un écoulement, et en fait lorsqu'on regarde dans la description des réseaux hydrographiques dont on dispose, on ne voit pas d'écoulement. On peut donc penser que dans ce secteur-là, les formations en présence sont plutôt très infiltrantes, ce qui évite ou qui empêche l'apparition d'un écoulement. Et à l'inverse, là où effectivement on doit avoir un écoulement et on constate bien qu'il y a un écoulement, alors on peut penser que le secteur est plutôt infiltrant. Donc cette carte traduit ce concept-là avec donc en bleu des zones très ruisselantes et en rouge des zones plutôt infiltrantes. Donc en utilisant ces deux approches-là, on est en mesure de travailler sur disons, la territorialisation de cette information de l'infiltration. Et donc ça, on va le faire en regardant pour chaque bassin versant de notre territoire la valeur de BFI qu'on obtient d'un côté et puis la valeur moyenne, par exemple, de cet indicateur IDPR. Donc, lorsqu'on fait ça et que l'on compare ces deux informations, disons grossièrement comme ça, on obtient ce type de distribution qui n'est pas fantastique, qui s'organise un petit peu comme ceci, mais vous voyez bien que les indices de qualité de la corrélation sont quand même très discutables. Cependant, on a quand même un petit signal. Alors, évidemment, ce résultat-là est impacté par le fait que dans les différents bassins versants, on peut avoir différents types de roches, et que du coup, très probablement que ces roches vont influencer sur le signal que l'on cherche à traduire. Donc, quand on regarde les choses un peu plus dans le détail en termes de lithologie, si on différencie les systèmes cytosédimentaires ou poreux, les systèmes plutôt karstiques, volcaniques ou de formation de socle ou les formations plissées, beaucoup moins perméables, en fait, on a des résultats qui sont soit moins bons, soit un peu meilleurs ici pour les systèmes sédimentaires. Donc, on est allé le plus loin possible dans cette caractérisation et malgré des résultats qui sont discutables, clairement, on a choisi d'utiliser cette information-là pour pouvoir infiltrer, faute de mieux, pour pouvoir infiltrer notre précipitation. Cependant, on a aussi considéré, si vous voulez, ces différences ou cette qualité variable suivant les systèmes dans notre calcul pour essayer d'avoir une visualisation de l'erreur que l'on fait en utilisant ce type d'information. Néanmoins, à partir de cette approche-là, on a donc pu construire une cartographie de ce fameux RIP, donc ratio d'infiltration de la pluie efficace, que l'on a estimé à l'échelle des entités hydrogéologiques du bassin, pour avoir quelque chose d'homogène d'un point de vue hydrogéologique, et qui est donc présenté ici sous forme de carte avec des valeurs qui fluctuent entre 30% et 80%, 60 à 80% pour les plus importantes. Et donc l'approche d'incertitude que l'on a suivie, ou ce que j'ai discuté juste avant, on l'a caractérisé sur la carte ici, de manière à pouvoir dire, si sur ce secteur-là, vous avez une valeur de 50% d'infiltration, attention, sachez qu'elle est entachée potentiellement d'une incertitude, d'une valeur au moins égale, ici en l'occurrence par exemple. Mais à partir de cette approche-là, on était donc en mesure d'infiltrer dans notre chaîne de calcul ici la pluie efficace produite. Donc ici, rapidement, comment est-ce qu'on a fait ce travail de calcul de pluie efficace? Donc bien sûr, on a utilisé des informations sur le climat dans chaque secteur. On a travaillé sur une approche maillée à l'échelle du bassin qui reprend donc la description de maillage de la donnée Safran, de la base de données Safran, de l'analyse Safran produite par Météo France à 8 km par 8 km. Puisque à cette échelle-là, elle propose des champs de précipitation, d'évapotranspiration potentielle de température. Pour chacune de ces mailles, on a défini une réserve utile dans le sol, de manière à pouvoir alimenter notre modélisation conceptuelle et calculer la pluie efficace. C'est ce qui a été fait ici. Et donc, de cette manière-là, on a la possibilité d'avoir cette estimation de pluie efficace annuelle ici présentée pour la période 80-2010, mais qui est bien sûr disponible. C'est une série chronologique en fait pour chaque maille. Et donc, de la même manière que précédemment, on a essayé de caractériser les différentes sources d'incertitudes qui pouvaient affecter notre résultat ici, et donc proposer en parallèle du résultat de pluie efficace annuelle une estimation des incertitudes où l'on voit qu'en fait, elles sont notamment marquées dans le pourtour méditerranéen et moins fortes, plus homogènes, disons, sur le nord du bassin. Et donc, on arrive finalement à la dernière partie de notre démarche ici de production de la recharge potentielle, donc par multiplication simple sur chaque maille. Enfin, c'est pas si simple, parce que là, on a des mailles, là, on a des entités hydrogéologiques, mais combinaison, disons, des pluies efficaces annuelles ou des séries chronologiques de pluies efficaces ici, avec ce coefficient d'infiltration, de manière à produire une carte donc, de la recharge potentielle à l'échelle du bassin, caractéristique d'une période donnée, et sur laquelle
outre donc les valeurs absolues de recharge annuelle potentielle que l'on peut estimer à la sortie du calcul, on identifie aussi les secteurs sur lesquels il faut être prudent, puisque toutes les entités hydrogéologiques ne sont pas forcément dotées des mêmes caractéristiques. Certaines sont moins perméables que d'autres, certaines ne sont pas du tout aquifères, même si elles sont caractérisées sur le territoire. Et donc, c'est ce genre de choses que l'on va caractériser ici avec voilà, des formulations ou des présentations différentes avec des hachures ou des croisions. L'intérêt d'avoir une cartographie de ce type-là, en fait, c'est qu'ensuite on peut changer un petit peu d'échelle et passer à des échelles de gestion éventuellement, donc soit plus fines, soit plus grossières, ici, ou plus englobantes. Ici, par exemple, la même cartographie traduite en termes de masse d'eau souterraine, qui est une information bien évidemment intéressante pour l'agence de l'eau. Et donc, du coup, à partir de ces approches-là, commencer à regarder la question du ratio annuel que représentent les consommations en eau ou les prélèvements en eau de tous usages confondus par rapport à cette ressource potentiellement estimée, ce qui est une façon également de valider un petit peu nos résultats ou d'expertiser nos résultats. Disons que si par exemple on obtenait des coefficients très faibles que nos prélèvements représentaient par rapport à la ressource, on saurait qu'on serait vraiment dans les choux. Ici, on voit que, suivant les situations, globalement, quand même, nos estimations sont probablement un petit peu, sont potentielles, donc sont probablement un petit peu fortes, mais que malgré tout, il y a un certain nombre de secteurs et de masses d'eau sur lesquels, finalement, on est bien dans des ordres de grandeur proches des prélèvements qui sont répertoriés, sachant que ces questions-là sont en cours d'évaluation. Et globalement, on a quand même une situation à l'échelle du bassin où on peut mettre en avant le fait que sur 232 masses d'eau souterraines, il y en a 154 pour lesquelles le ratio entre prélèvement et ressources est inférieur à 5%. Mais bien sûr, toutes ces masses d'eau ne sont pas similaires. Donc là, pour terminer, comment est-ce qu'on fait maintenant pour se projeter vers la situation future, pour pouvoir comparer la situation actuelle à la situation future? Donc je ne reviens pas là-dessus, on a déjà évoqué un petit peu tous les points. Simplement, on a mis en place une échelle, une chaîne un petit peu de traitement qui va valoriser plusieurs scénarios RCP, plusieurs modèles de climat, plusieurs méthodes de descente d'échelle, ici 2 méthodes différentes, parce que c'est cette partie-là, on a un petit peu moins parlé, mais c'est une partie qui met quand même beaucoup d'incertitudes dans toute l'analyse. Et ensuite, on a utilisé une formulation conceptuelle, mais avec trois approches un petit peu différentes pour essayer de mettre un peu d'incertitude là-dedans. Et donc, on a traité, comme les présentations précédentes, ces incertitudes un peu sous forme statistique. Donc, quelques résultats rapidement là-dessus pour mettre en avant des éléments un peu d'information qui me semblent intéressants. D'abord, premièrement, donc pour je crois que c'est Eric qui en a parlé à un moment donné. En fait, quand on travaille, et je l'ai mentionné tout à l'heure, avec des approches comme ça qui font des moyennes annuelles, il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a une variabilité du signal qui est plus ou moins importante. Donc, nous, on a essayé de l'illustrer ici sous la forme de ce graphique-là. Pour montrer en fait que même sur un calcul avec une base de données d'observation, Safran c'est de l'observation avec de la simulation de données atmosphériques, mais qui est quand même très proche des observations, eh bien on a quand même malgré tout déjà une certaine variabilité qu'on appelle ici incertitude, ça c'est l'écart à la moyenne qui est illustré sur cette carte-là, où on voit que dans certains secteurs, et on connaît ça très bien avec les événements Cévenol sur le pourtour méditerranéen, on a quand même une variabilité qui peut être forte dès à présent, plus de l'ordre de 30 à 40, voire plus suivant les secteurs. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on applique notre chaîne de calcul, de changement de scénario climatique pour la période présente et qu'on la compare avec ce qu'on obtient au présent, on a des résultats qui ressemblent à ce qu'on a actuellement, mais qui sont un petit peu, pas aussi précis, mais ça c'est connu, les modèles de climat ont du mal à reproduire les situations actuelle avec précision. Par contre, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'ils ont une variabilité là aussi assez marquée et un peu partout, pas que sur le pourtour méditerranéen. Donc, il faut bien avoir en tête cette notion-là quand on utilise les projections climatiques. C'est-à-dire que les incertitudes qui sont associées ici aux résultats sont fortes et dès la période présente. Alors, je ne l'ai pas présenté ici, mais on va se projeter donc dans le futur et je vous dis que nos résultats, en tout cas, montrent que cette variabilité augmente un peu, mais finalement pas tellement, et qu'elle reste de l'ordre globalement de 30, 40%, 20, enfin entre 20 et 40% suivant les secteurs, au présent et également dans le futur. Elle augmente un tout petit peu, mais pas violemment.
Donc voici les résultats. Par contre, bon, ça c'est pour pouvoir communiquer sur ces résultats à l'échelle d'une carte. Les présentations précédentes montraient pas mal d'hydrogrammes et donc vous voyez les variabilités. Sur les cartes, c'est un petit peu plus difficile à montrer. Donc du coup, on reste sur des approches comme ça un peu annuelles et moyennes. Mais bien sûr, il faut garder en tête les incertitudes que j'évoquais tout à l'heure de 30 à 40% qui sont associés à ces résultats. Et ce qu'on voit en fait, c'est que là, on a un scénario très, très optimiste, malheureusement, trop, probablement, et puis celui-ci très pessimiste, mais peut-être pas tant que ça, malheureusement, qui montre en fait une évolution finalement, comme disait Eric tout à l'heure, sur la période court et moyen terme relativement similaire, avec un impact qui est ici identifié de l'ordre de 10 à moins 20% d'ici 2040, 2050. Et puis, quand on va vers la fin du siècle, ces deux scénarios se différencient avec finalement un retour vers quelque chose de plus acceptable ici avec le scénario le plus optimiste. Et puis, par contre, le scénario pessimiste qui, lui, va provoquer probablement des déficits marqués, et notamment sur le pourtour méditerranéen ici. Donc voilà, pour conclure, je vous ai présenté une démarche que l'on a utilisée pour faire une estimation la plus fine possible à l'heure actuelle qu'on puisse faire, nous, en tout cas, de la recharge potentielle qui est apportée par les précipitations. Il peut y avoir des approches beaucoup plus robustes d'un point de vue de modélisation qui nécessitent des modèles hydrodynamiques et une description fine des processus. Mais évidemment, la difficulté, c'est d'en disposer à des grandes échelles, ce qui est l'intérêt de l'approche que l'on propose nous. Alors, cette démarche inclut le calcul de la pluie efficace, on l'a vu, le calcul d'une carte de ratio d'infiltration de cette pluie efficace. Elle permet également de se projeter pour explorer les impacts du changement climatique. De notre point de vue, l'intérêt de ce travail-là, en fait, c'est que d'abord, il permet d'avoir une quantification de la ressource en eau souterraine potentielle actuelle sur le bassin, à l'échelle des entités hydrogéologiques telles qu'elles sont décrites aujourd'hui. Elle donc donne la possibilité notamment d'être utilisée pour évaluer finalement les ressources et les comparer aux besoins, voir quelles sont les situations de tension que l'on peut voir dès aujourd'hui. Et du coup, quelle serait l'évolution de cette situation dans le futur, puisque grâce à l'approche par les scénarios, on peut voir en fait des impacts d'ores et déjà qui sont, on voit suivant les territoires, compris entre moins 10 et moins 40% de cette recharge potentielle. Et que par ailleurs, je ne l'ai pas présenté ici, mais c'est quelque chose que nous cherchons à creuser également. C'est probablement un moyen que l'on peut utiliser pour essayer de voir dans quelle mesure ces déficits peuvent se traduire ou non de manière importante sur les étiages des cours d'eau, indépendamment finalement des processus hydrologiques stricto sensu, ou du moins de surface. On peut avoir, suivant les types d'aquifères dans un bassin versant, une réponse plus ou moins inertielle finalement, par exemple, à une situation de sécheresse qui est susceptible d'impacter ou de préserver peut-être un débit d'étiage dans un cours d'eau, dans une situation, ou pas du tout dans une autre. Donc voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.